Oui, bonjour. Alors, dans cet exercice, je vais vous présenter, en fait, c'est-à-dire on va faire une première application WinForm. OK? Et après ça, on va appliquer ça dans un autre projet. Donc, vous voyez ici le temps, environ 5 heures. C'est long, mais c'est facile. OK? C'est long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est facile parce que tout ce qu'il y a à faire est clairement bien décrit, en fait. Principalement bien décrit. Donc, j'espère que c'est bien décrit. Mais ça a l'air pas si pire. OK? Donc, il y a environ 200 diapositives, mais il ne faut pas s'énerver avec ça. OK? Donc, les compétences ou les objectifs principaux, c'est de se familiariser avec la construction d'applications graphiques avec WinForms, s'initier à la programmation événementielle, les préalables, notion de base d'orientation objet, encapsulation, propriété. Donc, on va diviser ça en 5 parties. On va d'abord voir les boutons et clics, c'est le B.A.-ba des applications fenêtrées, si on veut. Et après ça, la barre d'état et la notion d'événement, la barre de menu et d'autres petits trucs qu'il faut rajouter d'habitude dans les applications fenêtrées. Et finalement, comment rajouter un nouveau dialogue à notre application. Donc, pour ce qui est de Visual Studio, malheureusement, la version actuelle de Visual Studio, ok, ici c'est marqué en avril 2020, là, présentement, on est en mai 2020 au moment où j'enregistre ça. La version normale ou standard de Visual Studio permet pas de faire du développement d'applications WinForm avec l'éditeur de formulaire. Okay? Donc, pour cette raison-là, il faut absolument utiliser la version Preview de Visual Studio. On peut penser que dans les prochains mois, la version standard de Visual Studio va pouvoir fonctionner avec la version avec WinForm. Il faut bien que je précise qu'on parle ici du .NET Core. Okay? Parce que le .NET Framework fonctionne très bien avec WinForm, mais nous, depuis le début de la session, on a appris à faire du .NET Core. Pourquoi? Parce que le .NET Framework est disons, déclassé. Donc, .NET Core, c'est le futur. Donc, c'est ce qu'on apprend dans le cours. Donc, vous devez installer la version Preview de Visual Studio. Donc, il faut que vous rendiez sur ce site-là et il faut que vous l'installiez. OK? Donc, la version Preview, moi, au moment où j'ai installé, c'était la Preview numéro 4. Après ça, ça a l'air que présentement, c'est la Preview numéro 6 qui serait disponible, puis qu'elle fonctionnerait mieux que la Preview numéro 4 que moi j'ai utilisé pour faire le truc. Donc, moi, ma version, quand j'ai réalisé le tutoriel que vous êtes en train de faire, ma version a planté au moins 5 fois. OK? Alors, peut-être que vous allez vous en sortir avec moins de plantage. Par contre, j'ai eu aucune perte de données. Donc, à chaque fois, les trucs étaient sauvegardés et tout et tout. OK? Donc, quand vous allez aller sur la version Preview, minimalement, vous devez installer les composantes suivantes. Et malheureusement, comme d'habitude, Visual Studio, vous êtes parti pour un 5 gigaoctets. Donc, c'est ça. C'est ce qui est plate. Fait que c'est un autre 5 gigaoctets qui s'ajoute en plus du 5 gigaoctets que vous avez dans votre version standard. OK? Donc, il faut installer le ASP.NET, NetDesktop, NetCore. OK? Donc, certains ajustements supplémentaires que moi j'ai eu à faire. D'abord, de ne pas utiliser la nouvelle Git User Experience parce que premièrement, elle ne marche pas tant que ça. Ben, peut-être que maintenant elle marche. Puis deuxièmement, elle est complètement différente de celle qu'on a appris à utiliser dans le cours. Donc, c'est pas très intéressant. Le nouveau concepteur WAML ou WPF, en fait, ça, c'est pas lui qu'on utilise. Nous autres, on utilise le WinForm. Okay? Donc, c'est celui-là qu'il faut activer si jamais c'est pas déjà activé. Donc, les boutons et les clics. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer un projet initial. Donc, ça va être un Windows Form App NetCore. Donc, ici, c'est NetCore qui est très important et non pas NetFramework. Et là, vous allez ramasser avec une application, disons, minimale. OK.
vous allez ajouter les contrôles de valeur annulables, l'éditeur config qui est fourni. C'est important de prendre celui qui est fourni et pas un que vous aviez avant parce que on modifie un peu les conventions pour l'application WinForm de la façon que, en tout cas, vous allez vous rendre compte. Okay? Ensuite de ça, on ajoute le tout dans Git. Et si vous voulez explorer, vous allez avoir disons, là, je pense que je suis en train de mettre ça ici. Donc, si vous voulez explorer ici, vous avez les différents trucs qui existent dans le projet WinForm. Donc, vous avez entre autres un formulaire ici, que vous voyez ici en bas. Donc, si vous double-cliquez là-dessus, vous voyez apparaître le formulaire. Okay. Et le formulaire, vous avez un fichier qui contient le code du formulaire, plus d'autres fichiers associés. Okay, comme on va l'expliquer un peu plus loin. Donc, vous avez ensuite une boîte à outils qui généralement se retrouve à gauche de votre fenêtre. La boîte à outils vous permet de rajouter différents trucs dans votre formulaire, comme par exemple des boutons, ou des cases à cocher, ou des labels, etc. Okay. Donc ça, on appelle ça des contrôles dans le jargon Windows, mais dans le jargon, disons, général de l'informatique, on appelle ça aussi des widgets. Donc, si vous démarrez l'application, vu que c'est une application WinForm, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Donc, c'est pas un terminal qui apparaît, mais ça va être une fenêtre. Donc, pour l'instant, la fenêtre, elle fait pas grand-chose. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est modifier la taille de la fenêtre. Vous pouvez évidemment utiliser les touches ici habituelles pour agrandir, rapetisser, agrandir ou fermer. Finalement, en bas, à droite, vous allez avoir les propriétés, comme ici, par exemple, les propriétés du formulaire. Donc, si vous sélectionnez le formulaire dans l'éditeur de formulaire, vous allez avoir ces propriétés qui vont apparaître. Il y a plusieurs propriétés. Okay. Donc, une des propriétés très importantes, c'est le nom du formulaire. Donc, vous avez aussi des boutons ici importants qui vous permettent de faire certaines choses. Par exemple, ici, c'est pour classer. Donc, ici, vous pouvez classer par ordre alphabétique les propriétés ou alors par regroupement de sujets, si on veut. Et ici, on peut soit sélectionner les propriétés ou soit sélectionner les événements. Okay. Pour l'instant, on se concentre sur les propriétés. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir apparaître les événements. Donc, pour le moment, on n'ajoute aucun événement. Okay. Donc, amusez-vous pas tout de suite à cliquer là-dessus parce que vous allez vous amuser tantôt avec ça. Okay. Donc, on peut modifier le texte du formulaire, le titre du formulaire, en modifiant la propriété texte du formulaire. Donc, quand vous allez modifier sa propriété ici, vous allez voir que le titre de la fenêtre va changer. Vous pouvez aussi renommer le formulaire carrément dans la solution, ici, en l'appelant par exemple formulaire principal ou forme principale. Okay. Donc, en passant, la version preview, comme je vous ai dit, est un peu buggée. Donc, des fois, il faut fermer l'application, il faut cliquer, puis etc., etc. Donc, quand on veut ajouter un bouton, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bouton dans la barre d'outils, on le drague dans le formulaire. Et après ça, pour modifier le texte du bouton, on va dans les propriétés du bouton, puis on modifie la propriété texte pour, par exemple, bonjour. Et je vous conseille aussi fortement de toujours renommer vos contrôles, surtout si c'est des contrôles qui sont utiles dans l'application. Donc ici, par exemple, on pourrait renommer le bouton bonjour, on pourrait le renommer par button bonjour. Donc on conserve toujours le préfixe qui est fourni par Microsoft, par Visual Studio. Okay. Donc button, c'est le préfixe qui est utilisé pour tous les boutons, donc on le conserve comme standard, puis après ça, on nomme le bouton. Donc c'est un button bonjour. Okay. On peut modifier aussi la taille de la police, par exemple 12, et faire en sorte que le bouton s'ajuste automatiquement à la taille du texte en modifiant sa propriété AutoSize pour True. Donc, ensuite de ça, ce qu'on veut faire, c'est ajouter un événement au bouton. Okay. Donc, l'événement, c'est ce qui va permettre de réagir au clic du bouton quand l'utilisateur va cliquer dessus.
Donc, vous pouvez soit cliquer directement sur le bouton dans le concepteur de formulaire, ou alors vous pouvez cliquer dans la zone libre face à l'événement clic de la fenêtre de la propriété du bouton. Okay. Quand on dit la fenêtre de la propriété du bouton, c'est évidemment quand on a les événements. Donc, si on double-clique sur le bouton, il y a une fenêtre de code qui apparaît. OK. Alors, vous avez ici la fenêtre de code qui apparaît. Puis cette fenêtre-là, c'est le code qui permet de gérer les événements associés au formulaire. Donc, en fait, vous avez ici la description de la classe. Donc, la classe formulaire principale qui hérite de la classe formulaire. Vous avez le constructeur. Pour le moment, le constructeur, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il initialise tous les composants du formulaire. Donc, c'est bouton, principalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter pour l'instant. Et on a ici un gestionnaire d'événements qui a été rajouté et qui permet de gérer le clic du bouton. Donc, le code qu'on va mettre ici à l'intérieur, c'est lui qui va décider qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur le bouton. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on fait, c'est on fait en sorte que quand on va cliquer sur le bouton, il y a une boîte de messages qui va s'afficher en utilisant la méthode show de la classe MessageBox. Donc, la méthode statique show de la classe MessageBox. Et ça retourne un certain code dans le cas du MessageBox, c'est juste un bouton OK. Ben, on peut modifier ça, mais en standard, c'est juste un bouton OK. Donc, on veut pas le savoir si la personne a cliqué sur OK ou pas, parce que la seule chose qu'elle peut faire, c'est cliquer sur OK. Donc, le retour de la MessageBox, c'est quel bouton l'utilisateur a cliqué. Puis dans notre cas, c'est juste le bouton OK, donc on n'a pas besoin de le savoir, fait qu'on le discarte. On le garoche aux poubelles, en le stockant dans la variable underscore, qui veut dire poubelle. Donc, en passant, quand un MessageBox s'affiche, ça va être une boîte, ça va afficher ce qu'on appelle une boîte de dialogue modale. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire une boîte de dialogue modale? Ça veut dire que quand cette boîte-là s'affiche, on ne peut pas revenir à l'application principale. On est obligé de répondre à cette boîte-là avant de revenir à l'application principale. Donc, vous avez à la fois le code le formulaire principal.cs, c'est le code qui permet de gérer les événements, et le formulaire principal.cs design, c'est la fenêtre qui est associée au concepteur graphique. Okay. Donc, le code correspond à la fenêtre principale, pardon. C'est le code est stocké dans le fichier form.principal.designer.cs. Donc, vous avez dans form.principal.designer.cs, vous avez d'abord, vous avez du code qui est généré par le concepteur de Windows, puis vous avez ici la liste des contrôles qui ont été ajoutés dans la fenêtre, en bas complètement du fichier. Donc, actuellement, le seul contrôle qui a été ajouté, c'est un bouton, OK, qu'on avait renommé bouton bonjour. Mais si vous expansionnez ça, vous allez voir tous les ajouts qu'on a fait, par exemple, pour la police, le texte du bouton, ce genre de choses-là, y compris le gestionnaire d'événements. Donc, par exemple, ici, on le voit, pour l'initialisation des composants. OK. On voit que on crée un nouveau bouton. On suspend le layout, c'est plus ou moins important. Puis après ça, le bouton comme tel, on dit qu'il se auto-size est à true, c'est une propriété qu'on avait modifiée tantôt. La police, c'est une taille de 12 points, etc. Et la localisation de notre bouton dans la fenêtre principale, c'est au point 51-59 à partir du coin supérieur gauche. Et ici, on a le fameux gestionnaire d'événements. Donc, on voit this.buttonbonjour.click. Donc, ça dit qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer le bouton. On va appeler la méthode buttonbonjour _click, qui est la méthode qu'on avait codée tantôt.
Donc, si jamais vous avez des problèmes des fois avec les événements, vous avez juste à supprimer cette ligne-là, puis vous allez vous sortir du pétrin. Donc, ça, c'est le code du main. OK. Donc, désolé, j'ai pas très bien dormi la nuit passée, donc c'est pour ça que je bug. Donc, ici, vous avez le code du main qui, en fait, la seule chose qu'il fait, c'est que, bon, il set certaines variables, c'est plus ou moins important. Puis ici, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il exécute le formulaire principal. En fait, il crée un nouveau formulaire principal, puis après ça, il l'exécute. Donc, le main, en fait, n'est pas très compliqué. Ça ressemble à ça. Donc, ici, vous avez une explication de la séquence de démarrage des applications WinForm. Donc, le code du main dans programme.cs est d'abord exécuté. Ensuite, il appelle le constructeur de la formulaire principale. Ensuite de ça, les composants sont initialisés dans ce formulaire principal-là. Ensuite de ça, le constructeur va appeler votre propre code d'initialisation. Le main du programme avec Application Run va ensuite transférer le contrôle à Windows c'est-à-dire va transférer le contrôle dans une boucle événementielle. Okay? Donc la boucle événementielle, ici, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va attendre que vous fassiez quelque chose avec l'application. Donc, si vous cliquez un bouton, il va réagir au bouton. Si vous faites ci, ça va réagir à ça. Donc, ça réagit à ce que vous faites jusqu'à temps que vous cliquez sur un bouton ou quelque chose qui dit à la fenêtre de se fermer. Donc ici, on a une séquence d'événements, un diagramme de séquence pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc l'utilisateur exécute l'application. L'application va appeler le main de programme.cs, qui lui va appeler le constructeur du formulaire principal, qui va initialiser les composantes, qui va initialiser d'autres attributs. Après ça, le programme comme tel va appeler Application Run de WinForms, qui lui va afficher le formulaire principal, puis après ça va démarrer la boucle événementielle. Une fois que ça c'est fait, après ça, l'utilisateur ici, tant et aussi longtemps que le programme n'est pas terminé, l'utilisateur va faire quelque chose, par exemple un clic, et le système va réagir, va appeler le gestionnaire d'événements, va gérer l'événement, après ça, ça va revenir ici, et on va retourner à l'utilisateur. Donc ça se produit tant et aussi longtemps que l'utilisateur ne décide pas de fermer l'application. Donc, les fichiers spéciaux qu'on a pour les applications WinForms, c'est les mêmes qu'on avait pour l'application .NET Core. Donc, vous avez l'exécutable ici, .exe. Vous avez les infos de débogage. Vous avez le DLL, en fait, qui contient le code principal de votre application en réalité, parce que le exe fait juste appeler le DLL. Et le reste, c'est des trucs de configuration. Donc, si jamais vous exécutez deux fois votre application, il n'y a rien qui vous empêche ça de l'exécuter deux fois. Donc, vous allez avoir deux fois la fenêtre qui va s'ouvrir, puis dans les deux, vous pouvez cliquer sur le bouton Bonjour, puis chacun va appeler sa fenêtre. Donc, les deux sont parfaitement indépendants. Donc, la question ici, c'est comment on fait pour accéder au code behind. Okay. Donc, une des possibilités, c'est que vous cliquez sur le formulaire en question, puis vous faites afficher le code avec F7. Okay. Une autre possibilité, c'est que vous cliquez carrément dans la fenêtre du formulaire, puis vous faites afficher le code. Et finalement, une troisième méthode, vous double-cliquez sur Forme principale dans l'explorateur de solutions, ici. Donc, comment on fait pour détruire un gestionnaire d'événements? Okay. Donc, ça se peut, des fois, vous allez introduire par inadvertance des événements qui n'ont pas leur place. Donc, à ce moment-là, il faut... puis, en fait, c'est une erreur qui est particulièrement fréquente chez les débutants. Donc, évidemment, vous êtes certainement des débutants dans WinForm, donc c'est probable que ça va vous arriver. Donc, par exemple, si vous êtes dans le concepteur de formulaire, vous double-cliquez dessus, vous allez automatiquement être dirigé vers le code behind dans un bout de code qui est automatiquement généré pour vous. Donc, un événement qui s'appelle le chargement du formulaire principal. Okay? Le seul problème, c'est que si vous faites juste effacer cette affaire-là, vous allez vous retrouver avec un problème parce que dans le code behind, pas le code behind, dans le initialize component,
la méthode que vous venez de créer va être associée au formulaire à son chargement. Donc, non seulement il faut détruire la méthode que vous avez ici, mais il faut aussi s'assurer de détruire le lien qui est fait entre cette méthode-là et le formulaire. C'est pour ça ici qu'on dit qu'il faut faire de la bonne manière. Okay. Donc, le mauvais réflexe, c'est de supprimer ça. À ce moment-là, vous allez vous ramasser ici avec une erreur dans l'association ici. Donc, on veut associer l'événement load à la méthode que vous avez ici, et là, ça compilera pas. Donc, vous pouvez évidemment effacer cette ligne-là, vous allez régler votre problème. OK. Une autre façon de faire, c'est que vous pouvez carrément... Bon, là, ici, on en parle de ça. Bon, vous pouvez carrément ici aller dans les propriétés du formulaire et vous pouvez cliquer droit, afficher le menu contextuel et afficher, exécuter, réinitialiser. Ça va désassocier le gestionnaire d'événements de l'événement en question. Donc, à ce moment-là, vous aurez plus votre problème. Visual Studio, ça se peut qu'il supprime votre méthode ici s'il n'y a rien dedans. S'il y a quelque chose dedans, ben, il ne la supprimera pas. Bon, ça, vous ferez ce qui est écrit ici. Vous allez ajouter un gestionnaire. Vous allez cloner des contrôles. Vous allez retracer l'envoyeur. Pour retracer l'envoyeur, on utilise ici, quand une méthode est exécutée, elle reçoit deux choses. Pas une méthode. Quand un gestionnaire d'événements, est exécuté, le gestionnaire d'événements reçoit deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'envoyeur. Donc, c'est qui a causé l'événement. Par exemple, si vous cliquez sur un bouton, l'envoyeur, c'est le bouton. Si vous cliquez sur un menu, l'envoyeur, c'est le menu. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, c'est quoi l'événement qui est généré? Fait que vous avez ça ici. Donc, des fois, il y a des paramètres intéressants à aller chercher comme ça. Par exemple, si vous faites un clic de souris, vous pouvez aller chercher sa position XY dans l'écran. Où est-ce que le clic s'est fait? Donc, ici, par exemple, dans ce cas-là, on dit que si l'envoyeur est un bouton, alors on va afficher le texte du bouton. Okay. Donc, si l'envoyeur est un bouton, alors on affiche le texte du bouton. Okay. Donc, par exemple, ça permet de distinguer entre deux boutons puis d'effectuer une opération spécifique à un bouton ou à un autre bouton, les deux ayant le même gestionnaire d'événements. Donc, vous allez une propriété excessivement intéressante pour faire des trucs avec les contrôles dans une fenêtre, c'est d'utiliser la propriété tag. Donc, la propriété tag, tous les contrôles sur la fenêtre possèdent une propriété tag, donc vous pouvez stocker n'importe quoi là-dedans. Mais c'est intéressant d'aller stocker l'information que vous pouvez aller chercher quand vous exécutez l'application. Vous pouvez aller regarder, par exemple, un bouton. Ici, ben, on dit que le bouton jaunir, son tag, c'est la couleur jaune, puis le bouton verdir, son tag, c'est la couleur verte. Donc, quand vous cliquez un bouton ou l'autre, vous pouvez aller vers le même gestionnaire d'événements, puis lui, il va dire, ah, tiens, c'est quoi le tag? OK, c'est jaune, fait que je vais mettre en jaune. L'autre dit, c'est vert, je vais mettre en vert. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Si le sender est un bouton et que le tag est une couleur, alors on modifie la couleur pour la couleur qu'on a obtenue dans le tag. Sinon, on affiche un boîte de dialogue pour dire que ça marche pas. OK. Donc ici, vous pouvez réaffecter des gestionnaires. Donc, dans l'événement clic, ici, quand vous cliquez, vous pouvez aller sélectionner le gestionnaire que vous voulez. Donc, évidemment, des fois, ça n'a pas de bon sens. Il y a certains gestionnaires qui n'ont pas de bon sens. Mais en général, vous pouvez aller sélectionner un gestionnaire qui va être approprié. Vous pouvez modifier le gestionnaire si vous voulez. Okay. Pour ce qui est de renommer un gestionnaire, donc l'idéal, c'est d'aller dans le code source, puis vous pouvez cliquer sur F2 ou encore sur contrôleur pour renommer votre gestionnaire. Donc, si vous faites juste le recoder dans votre fenêtre, évidemment, ça ne marchera pas. OK, donc il faut vraiment le renommer. Une autre façon, c'est peut-être de faire CTRL point, puis d'aller chercher renommer pour faire un refactoring. Donc, ici, on fait la distinction entre ce qu'on appelle un gestionnaire générique versus un gestionnaire spécifique.
Donc, un gestionnaire générique, c'est un gestionnaire qui permet de s'appliquer à plusieurs contrôles, alors qu'un gestionnaire spécifique va s'appliquer à un contrôle en particulier. Donc, c'est intéressant d'avoir des gestionnaires qui sont génériques parce que on peut les appliquer à différents contrôles. On n'est pas obligé de tout le temps recoder un gestionnaire pour un truc spécifique à chaque fois. Donc, il y a moyen de rendre les gestionnaires encore plus génériques avec une méthode que vous voyez ici. OK. Il y a moyen de débugger des programmes WinForms. C'est comme les programmes standards. Vous avez juste à mettre un breakpoint. Puis quand vous allez cliquer sur le bouton, ben automatiquement, votre breakpoint ici va être activé. Puis vous allez pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe avec votre programme. Donc, ici, on peut voir dans les variables locales, c'est qui le sender, c'est qui a généré l'événement. Donc, l'idée, quand on veut avoir des méthodes génériques qui s'appliquent à des espèces de contrôles qui sont différents, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un ancêtre commun. Okay. Donc, si par exemple, on prend un bouton, button base, control, component, etc. Si on prend un formulaire, ben on a form, container control, scrollable control, control, component, etc. Donc, le point commun entre la hiérarchie pour le bouton et pour la formulaire, c'est le contrôle. Donc, les deux sont des contrôles. Donc, tout ce qui s'applique au contrôle de l'un ou de l'autre permet de générer une méthode qui peut être générique et s'appliquer de manière soit avec l'un ou soit avec l'autre. Okay. Donc, on voit ici que c'est le contrôle qui est le commun. Donc, on peut dire, donc, si le sender est un contrôle, puis que le tag du contrôle et que le tag contient une couleur, alors on applique la couleur en question. Donc là, ce genre de gestionnaire-là s'applique pas spécifiquement à des boutons, peut s'appliquer à n'importe quel contrôle. Donc, pour quitter l'application, on s'occupe du gestionnaire. Le bouton quitter, en fait, on a juste à faire this.close, ça va fermer le formulaire. Ici, on s'occupe des ordres de tabulation. OK. Donc, vous ferez ça. Et on pousse sur Git. La barre d'état et d'événements. Donc, une barre d'état, c'est quelque chose qu'on voit en bas d'une application. Donc, ici, on a Visual Studio Code, ou Visual Studio. Ici, on a genre, en tout cas, une autre chose. Bon. Donc, on voit ici comment on peut ajouter des barres d'état, etc., 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 modifier le statut, etc., etc., etc. Donc, ici, on va détecter toutes sortes d'autres événements comme mouse move, etc. Je pense que vous allez comprendre le principe. OK. Ici, on voit, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on survole les différentes sections. Bon, comment on peut faire pour distinguer si c'est un bouton gauche ou droit? Donc ici, on voit l'ordre standard de déclenchement des boutons. Donc, mouse down, clic, mouse clic, puis mouse up. OK. Donc ici, en fait, quand le mouse down se produit, on peut vérifier à partir de l'événement ici, on peut savoir c'est quel bouton qui a été cliqué. Est-ce que c'est le bouton gauche ou le bouton droit ou le bouton du centre? Et en fonction de un ou l'autre, on peut choisir un comportement différent. Quand une fenêtre se ferme, il y a deux événements qui se produisent. Il y a l'événement form closing et l'événement form closed. Donc, form closing, c'est quand la fenêtre s'apprête à se fermer, puis vous pouvez bloquer cet événement-là pour que la fenêtre se ferme pas. Quand vous faites form closed, là, la fenêtre, dans le fond, a déjà
est déjà en train de se fermer. Puis la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire quelque chose que vous voulez faire quand le programme est en train de se terminer. Par exemple, sauvegarder quelque chose dans une base de données ou quelque chose comme ça. Donc, généralement, form closing, on essaye d'intercepter ça pour décider que, par exemple, si vous êtes dans Microsoft Word, puis que vous cliquez, vous voulez fermer l'application Microsoft Word, mais vous n'avez pas sauvegardé votre travail. OK, je sais que maintenant, les nouveaux Microsoft Word, ils sauvegardent automatiquement, mais mettons qu'on se reporte il y a 15 ans ou 10 ans. Donc, quand vous voulez fermer votre application, puis que vous n'avez pas sauvegardé votre travail, il y a une boîte de dialogue qui va apparaître, qui va dire, vous n'avez pas sauvegardé votre travail, voulez-vous le sauvegarder? Ben, form closing, c'est exactement à ça que ça sert. Tandis que form closed, c'est carrément pour sauvegarder peut-être les préférences de l'utilisateur, etc., au moment de la fermeture. Donc ici, on voit comment on peut intercepter form closing. OK, donc on affiche un message box avec le résultat, 2 boutons OK cancel. On récupère le résultat, puis si le résultat est cancel, ben à ce moment-là, on va ajuster la propriété cancel de l'événement ici pour faire en sorte que la fenêtre se ferme pas en fait automatiquement. Donc, est-ce que le message de confirmation va s'afficher si vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça? Je vais vous laisser répondre par vous-même. OK. Donc, form closed. On push, on met ça sur Git. La barre de menu. Donc, ici, il faut savoir que la barre de menu, OK, en fait, ça s'appelle un menu strip. Il faut l'ajouter comme un status strip en dessous du formulaire. Et ça va rajouter ici une barre de menu en haut du formulaire. OK. Donc, est-ce qu'il faut renommer le menu strip? Donc, en règle générale, OK, pour savoir quand est-ce que vous devez renommer un contrôle, vous pouvez utiliser l'heuristique suivante. Donc, si l'élément actuellement est unique dans le formulaire, puis qu'il va vraisemblablement le rester, donc est-ce que à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de le renommer, vous le conservez comme tel. Si l'élément est potentiellement multiple, mais qui sera jamais utilisé dans le code, donc on ne fera jamais référence à lui dans le code, vous n'avez pas non plus besoin de le renommer. Sinon, il faudrait le renommer idéalement. OK. Donc, par exemple, si vous prenez menu strip ou status strip, est-ce que vous allez mettre un deuxième menu dans votre formulaire? En général, non. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Est-ce que vous allez rajouter une deuxième barre d'état en bas? En général, non. Donc, vous n'avez pas besoin de le renommer. Okay. Donc, pour ajouter des items de menu, là, ici, il faut que je vous dise, peut-être que votre éditeur de menu va être supérieur à celui que moi j'ai utilisé, parce que je peux vous dire que l'éditeur de menu de la version preview, il est horrible. OK? Il est horrible parce que comparativement à la version WinForm, qui était vraiment super bonne, l'éditeur de menu dans la version preview, il est horrible. OK? Donc, la façon de fonctionner, c'est qu'il faut cliquer ici sur la petite flèche, le petit triangle qu'il y a là, et faire Edit Items pour aller ajouter des items. Une fois que vous êtes rendu dans la boîte Edit Item, vous cliquez sur Add, ça rajoute un item de menu. Et vous pouvez prendre cet item de menu-là et modifier son texte pour bonjour. Et à ce moment-là, vous allez voir ici que le mot bonjour va apparaître ici. Cependant, il va s'appeler Tool Strip Menu Item 1. OK, donc ici, il va y avoir 1, il va y avoir 2, il va y avoir 3, puis là, c'est plus dur à renommer. OK. Pour renommer, il faut aller renommer dans le fichier designer.cs. OK, donc .designer.cs, vous pouvez aller là-dedans puis renommer, mais avant, il faut tout sauvegarder, il faut fermer le formulaire, puis après ça, vous renommez, puis après ça, vous rouvrez. Donc, c'est un aria, je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est horrible, mais bon. Ensuite de ça, bon, comme je vous dis, si vous allez renommer, ça c'est ce que je viens de dire, ce que j'ai dit tantôt. Pour ajouter des sous-items, en fait, quand vous sélectionnez un item de votre menu, vous allez dans les drop-down items ici, qui est une collection, vous cliquez sur les 3 petits points, ce qui va faire apparaître un nouveau éditeur de menu par-dessus celui que vous aviez avant. Puis là, vous pouvez ajouter des sous-items ici, okay, puis que vous pouvez éditer comme les autres précédemment.
Donc, si jamais ça vous adonne que vous éditez des affaires, puis tout d'un coup, vos items de menu que vous avez ajoutés, vous les voyez plus, ben, il faut aller dans le code, dans le code auto-généré par WinForm pour aller triturer ou modifier un peu ce que vous voyez. Par exemple, ici, vous voyez que dans le Toolstrip menu item bonjour, ok, on a les drop-down items, puis on ajoute différents items de menu. Donc, system.windows.form.toolstrip items, on rajoute le Toolstrip menu item bonjour 3, puis le Toolstrip menu item bonjour 4. Ok. Donc, si jamais ça fonctionne plus, il faut aller les ajouter soi-même. Donc, pour ajouter un événement à un menu, donc l'éditeur de menu, pour une raison X, ok, il n'est pas capable d'associer des événements à un item de menu, ok, dans ma version preview, peut-être que la vôtre va être supérieure à la mienne. Donc, à cause de ça, il faut le faire manuellement. Donc, il faut commencer, par exemple, par coder son propre gestionnaire, comme ça ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez associer, par exemple, vous allez ici associer le nouveau gestionnaire à l'événement clic du menu strip, du Toolstrip menu item bonjour 3. Okay. Donc, c'est important d'utiliser un plus égal. Pourquoi? Parce que on peut, en principe, ajouter plusieurs gestionnaires d'événements à un même contrôle, okay, ou à la même action qui se passe sur un contrôle. On pourrait décider, par exemple, que cliquant, il va se passer plusieurs choses en même temps. Donc, si vous cliquez ici maintenant, là, on devrait pouvoir apparaître ça. Donc, vous allez faire ici la même chose, la même chose, la même chose. Vous allez rajouter des trucs comme ça. Exécution. Et vous mettez sur Git. Ensuite, les boniments. Donc, la fenêtre à propos. OK, donc n'importe quelle application, en général, possède une fenêtre à propos ou About Box. Donc, qui affiche l'information sur l'application, par exemple, son numéro de version, le concepteur ou la compagnie, etc., etc. Okay. Donc, pour créer un dialogue à propos, vous allez dans le projet WinForm, sélectionner nouvel élément, puis dans la liste des éléments qui apparaissent, vous allez sélectionner boîte de dialogue à propos. Donc, il va y avoir une boîte de dialogue qui va apparaître automatiquement comme ça. Donc, l'idéal, maintenant, c'est de corriger un peu le code parce que vous risquez d'avoir certains avertissements parce qu'il n'est pas tout à fait conforme au éditeur config. Donc, vous avez juste à apporter des petites modifications, comme par exemple rajouter les this ou rajouter les publics devant les noms de classe. Donc, on rajoute un item de menu à propos que quand on va le cliquer, ça va afficher le menu à propos. Donc, on voit ici comment on fait pour afficher une nouvelle boîte de dialogue. C'est pas plus compliqué que new about box qu'on stocke dans la variable about box. Puis après ça, on fait aboutbox.showDialog pour l'afficher. Okay. Puis ici, on récupère la sortie, mais dans ce cas-là, la sortie, on s'en fout parce que ça a juste un bouton OK. Donc, c'est pour ça qu'on jette ça aux poubelles. Donc, quand on va exécuter, on va voir qu'il va y avoir déjà de l'information. Puis on va voir ici dans le volet package qu'il y a moyen de rajouter de l'information supplémentaire pour que cette information-là, après ça, se retrouve dans notre fichier projet et qui, après, va être récupéré par le About Box pour s'afficher. Okay. Donc, il y a moyen aussi de modifier l'image associée à une application. Vous verrez ça comment. Vous verrez comment faire ça. Donc, on voit après ça que notre image ici à notre application a été modifiée. Et pour ce qui est des icônes de fenêtre, il y a moyen aussi de les modifier. Et on voit ici que notre icône de fenêtre est modifiée et qu'elle s'est modifiée aussi dans la barre d'état de Windows. On veut aussi permettre en général d'avoir un menu qui peut être piloté par le clavier. Donc ici, on a les différents... en fait, dans notre menu, on a différentes possibilités. Et en général, il faut cliquer sur la touche Alt pour accéder à notre menu. Donc, si on, par exemple, fait Alt F, ça va afficher le menu Fichier. Si on fait Alt C, ça va afficher le menu Affichage. Okay? Donc, ça ici, là, les F, E, C, P, G, D, ça s'appelle des mnémoniques. Okay?
Bon, là, ici, c'est marqué mnémotechnique, là, mais c'est mnémonique que je me suis trompé, là. Donc, quand on veut ajouter des mnémoniques, c'est pas trop compliqué. Il suffit de mettre un « et » commercial devant la lettre qu'on veut qui serve de mnémonique. Donc, vous allez faire ici la même chose. Vous allez rajouter des mnémoniques pour différentes parties du code. Vous allez valider en utilisant les touches Alt. Il y a moyen d'ajouter des mnémoniques sur les boutons aussi. Et il y a même aussi moyen de rajouter des raccourcis, si on peut faire ça dans le menu. Donc, par exemple, on pourrait décider qu'un raccourci, ça pourrait être la touche F1. Okay. Pour afficher quelque chose, par exemple. Donc ici, en noir, en rose, on utilise les raccourcis CTRL-N, CTRL-R. Enfin, on peut rajouter des infobulles, qu'on appelle des tooltips en anglais. Donc, il faut rajouter un contrôle tooltips ici. Et après ça, on peut rajouter des informations qui vont s'afficher automatiquement dans les propriétés. Par exemple, un bouton, quand on va le survoler, il y a un infobulle qui va s'afficher. Okay. Donc, on le voit ici, par exemple, quand on survole jaunir, on va voir s'afficher pour mettre en jaune le fond du formulaire. Vous mettez sur Git. Maintenant, dialogue sur mesure concernant des coordonnées. Donc, toute fenêtre secondaire qui s'affiche à partir de votre formulaire principal, ça s'appelle un dialogue. Okay? En général, les dialogues sont aussi de taille fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les redimensionner. Okay? Donc, vous avez certains dialogues prédéfinis dans WinForm, comme on a vu, par exemple, la board box, c'est un dialogue prédéfini. Okay? Mais souvent, il va falloir faire vos propres dialogues. Donc, dans cette section-là, on va voir comment on peut faire notre propre dialogue. Donc, c'est important de bien planifier une boîte de dialogue. Donc, d'abord d'avoir une idée claire de l'objectif qui est visé. Planifier comment on va éventuellement transmettre l'information. Okay. Planifier comment on va pouvoir récupérer les données. Donc, c'est important de pouvoir transférer les données vers le formulaire, puis après ça, de récupérer les données du formulaire vers le formulaire principal. Okay. Donc, du dialogue vers le formulaire principal. Donc, faire passer l'information du formulaire principal vers le dialogue et du dialogue vers le formulaire principal. Planifier les contrôles qui vont être utilisés sur le dialogue, puis planifier soigneusement l'agencement ou le layout des éléments. Okay. Donc, nous, dans ce cas ici, on va s'occuper des coordonnées pour savoir comment transférer des coordonnées vers le dialogue. Donc, on va ajouter un nouveau formulaire qu'on va rajouter dans notre menu divers. Donc, quand on clique, ça affiche le nouveau dialogue coordonné. Maintenant, pour ce qui est du layout, il y a plusieurs façons de gérer le layout dans un dialogue ou une formulaire principale. Donc, dans un formulaire quelconque, en fait, il y a plusieurs façons de gérer le layout. Et je vais vous en montrer un là-dedans, mais en réalité, mon Dieu, c'est ça prendrait, faudrait passer comme 2 semaines ou 3 semaines là, on n'a pas le temps en fait de tout observer ces choses-là, mais on va apprendre un des layouts les plus intéressants qui est le table layout. Donc, on va ajouter le table layout, on va rajouter des lignes, des colonnes. Okay. On va s'arranger pour que toutes nos rangées soient de la même hauteur. Après ça, on va ajuster le contenu du table layout, on va ajuster le table layout panel. On va l'ajuster sa grandeur pour qu'elle recouvre complètement notre formulaire. Et on va ancrer notre contrôle aux 4 côtés du formulaire, de sorte que quand on va après ça modifier la taille de notre formulaire, automatiquement le table layout va s'ajuster en conséquence. Okay. Après ça, on va rajouter un bouton OK dans la case. Donc ça, c'est comme 10 cases qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec. Okay. Donc on peut mettre un contrôle dans cette case-là, un autre dans cette case-là, un autre dans cette case-là. On peut décider qu'un contrôle va disons, s'étendre sur 2 cases, ou il pourrait s'étendre sur 4 cases, ou sur 3 cases verticalement, ou, en tout cas, vous voyez, là, toutes les schémas, tout est possible. Mais dans notre cas, le bouton OK va prendre toute la place qui est ici. Okay. Donc, on va aussi ajouter un bouton annuler, on va le mettre à Cancel.
Donc, dans le formulaire lui-même, on va dire que l'accept button, c'est le bouton OK, puis le cancel button, c'est le bouton annulé. Ce qui va faire en sorte qu'automatiquement, quand on va cliquer sur ces boutons-là, les événements, disons, le dialog result OK ou le dialog result cancel va être propagé automatiquement. OK, donc ici, par exemple, on voit notre code, donc du gestionnaire. Donc, on crée un nouveau dialogue, on affiche le dialogue. Si le dialog result est OK, donc si on a cliqué sur le bouton OK, on affiche ça. Si le dialog result est cancel, on affiche ça. Sinon, on affiche ça. Okay. Donc, on voit que si on clique sur OK, on va afficher ça. Si on clique sur annuler, on va afficher ça. Maintenant, on va rajouter une étiquette. Donc, ce qu'on appelle des labels, plus couramment. Donc, on va ajouter un label ici, puis on va ajouter un autre label ici. OK. Puis on va modifier certaines propriétés comme anchor, font, forecolor, text et text align pour modifier ce qu'on voit ici. On va aussi paramétrer le dialogue, ça veut dire lui passer de l'information qui provient du formulaire principal. Donc, en général, on fait ça dans le constructeur. Donc, ici, on a notre constructeur, dialogue coordonnées, et on va lui passer les coordonnées comme argument du constructeur. Et donc, ici, on va initialiser les composants, et on va initialiser aussi les propriétés locales de notre formulaire. Les coordonnées X, Y, on va les initialiser avec les arguments reçus. Et après ça, on affiche les coordonnées dans le label. Donc, dans notre gestionnaire d'événements, pour créer le dialogue, il va falloir ajouter les positions X et Y. Donc, on va aller chercher la localisation de la souris, sa position X et Y, puis on va passer ça au dialogue coordonné. Ce qui va faire en sorte que ici, la coordonnée va s'afficher, en fait, après avoir modifié un peu le code, la coordonnée va s'afficher ici. En fait, le dis.location, c'est pas la position de la souris, c'est la position de la fenêtre. Donc, on va faire en sorte que, en cliquant sur les coordonnées, ça les fasse augmenter de 10 chacune. Okay. Et le but, une fois qu'on a terminé, une fois qu'on a fermé le dialogue, okay, puis qu'on a cliqué sur le bouton OK, on va faire quelque chose avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la position de notre fenêtre en fonction des nouvelles coordonnées qu'on a rentrées dans notre dialogue. Donc, on va chercher dialogue.x, dialogue.y, c'est les propriétés qu'on avait rajoutées dans notre dialogue. On crée un nouveau point avec ça, puis on le met dans la localisation. Donc, on va modifier la localisation de notre fenêtre comme ça. Si jamais on clique sur Cancel, on n'a rien à faire. Sinon, on a un problème. Donc, après ça, on va afficher la coordonnée X comme telle, ici. On va utiliser un numérique up-down pour afficher la valeur 0, ici. On va faire la même chose pour Y. Ça s'appelle des numériques up-down, mais couramment, en fait, on appelle ça des spinners. Okay. Donc ici, on a des spinners. Donc, il faut les initialiser correctement, ces spinners-là. Donc, une fois qu'on a fait, par exemple, 4 clics ici, qu'on a modifié les X et les Y, automatiquement, ça se répercute dans les spinners. Et on peut aussi modifier les valeurs X et Y directement en modifiant les valeurs dans les spinners. Okay. Vous pouvez utiliser l'événement value changed du spinner pour détecter quand est-ce que la valeur est changée, puis ajuster, par exemple, le texte ici du label en fonction de ce que vous avez. Okay. Donc ici, on voit que le texte devient la position X, Y convertie en string. Donc le spinner Y, vous allez faire un peu la même chose. Et finalement, on va rajouter un checkbox ici qui va spanner ou qui va s'étendre sur 2 cases de large. Donc, il faut mettre sa propriété column span à 2 pour que ça fonctionne. Donc, vous allez coder vous allez programmer, la case à cocher. Donc, vous avez ici checkbox verrouillé.checked change. Ça c'est l'événement qui se produit quand on clique ou déclique, quand on coche ou décoche la case à cocher. Donc, quand on coche ou décoche le checkbox,
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va activer ou désactiver certains contrôles en fonction de ça. Donc, si on verrouille les coordonnées, à ce moment-là, c'est plus possible de les modifier ici, c'est plus possible de les modifier là. Puis ici, c'est plus possible non plus de cliquer là-dessus pour modifier les valeurs. Donc, on va rendre le numeric up-down, le spinner X, le spinner Y, puis le label, on va les désactiver. Donc, la propriété enabling va être mis à si, dépendamment de la valeur de la checkbox. Donc, si c'est check, ça va être inactif. Ben, verrouillé. Si c'est check, les boutons vont devenir inactifs. Puis si c'est uncheck, les boutons vont devenir actifs. Donc, on voit ici ce qui se passe. Quand c'est pas coché, on voit qu'on peut modifier les coordonnées, mais quand c'est coché, ça devient inactif, ça devient inactif, ça devient inactif, puis on peut plus modifier rien. OK, on pourrait s'arranger que notre case est cochée par défaut quand on ouvre la boîte de dialogue. Donc, vous pouvez modifier le code en conséquence. Et après ça, vous pourrez gérer l'ordre de tabulation. OK, donc, moi, personnellement, dans ma version preview, c'est ça, pour gérer l'ordre de tabulation, une façon de procéder, c'est que vous allez modifier le tab order de chacun des contrôles. Mais il existe une façon plus simple qui permet d'utiliser un menu spécial qui s'appelle ordre de tabulation ici dans le menu affichage de Visual Studio. OK. Donc, affichage, c'est View en anglais, puis ordre de tabulation, ben, c'est Tab Order. Ça fait que moi, dans ma version preview, j'avais pas cette fonctionnalité-là. Donc, j'ai dû procéder manuellement. Okay. Donc, vous avez ici comment fonctionner avec le Tab Order. Ça, c'était dans la version précédente de Visual Studio Framework. Windows Framework. Donc, on va rajouter aussi une icône en modifiant le titre. Et on met le tout sur Git. Et finalement, enfin, vous pouvez remettre en utilisant les pointages que vous avez ici. Donc, je tiens à remercier Sébastien pour ses précieux commentaires et ses suggestions. Merci beaucoup, Sébastien. Et voilà, c'est terminé.